Déjà, est-ce que quelqu'un en a déjà entendu parler? C'est ça. C'est un leurre. C'est ça. Euh, donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Le sommaire, qu'est-ce qu'un honeypot? Donc la question qu'on vient de poser. Les types de honeypot et pourquoi en faire un allié? Alors, un honeypot, c'est un système qui contient des données, des applications ou des services qui sont destinés à servir d'appât pour le pirate. Donc pour servir d'appât, il ressemble à des systèmes réels déjà de 1, donc des systèmes applications ou données réelles. Et ils présentent volontairement des vulnérabilités pour que le pirate ait envie de s'attaquer à eux en premier. Et ils sont isolés et soigneusement surveillés pour que ça serve justement d'élément de détection dans un réseau, d'élément de détection d'une potentielle attaque. Là, on a un exemple d'architecture avec un honeypot. On voit qu'il y en a un en haut à gauche qui est exposé à Internet directement. Donc lui, il va être visible de tout le monde. Donc des robots, des botnets en ligne qui attaquent des machines en boucle, puis de potentiels hackers aussi. Donc ils servent à récolter des données comme des IP ou des choses comme ça, ou voir si quelqu'un se rapproche du réseau de l'entreprise aussi, potentiel intéressé à hacker l'entreprise. Et en bas, on a un autre qui est plus à l'interne, et lui va être plutôt critique, puisque si quelqu'un essaie de l'attaquer, ça veut dire qu'à l'interne, il se passe quelque chose, quelqu'un qui essaye d'attaquer les systèmes internes, donc c'est une alarme. Il existe aussi les ONINET, donc au lieu d'avoir un service ou une application qui est émulé et qui sert d'appât, ben on va avoir tout un réseau qui sert d'appât où en haut on voit le réseau de production normal et en bas ils ont mis un réseau parallèle avec comment dire, son propre routeur, son propre gateway et différents honeypots qui peuvent être des Mac, des Windows, des Linux pour diversifier le comment dire, les éléments informatiques. Euh, et donc là, par exemple, s'ils sont volontairement vulnérables, le hacker va s'approcher du réseau de l'entreprise et il va voir en bas un réseau vulnérable. Il ne sait pas que c'est un honeypot. Évidemment, il est vulnérable, il va s'attaquer tout de suite à lui. Et donc ça peut servir à protéger le réseau de production qui est au-dessus. Les différents types de honeypots, donc on a les honeypots purs, où c'est un système de production complet qui est connecté au reste du réseau. Il n'y a rien installé de particulier dessus, c'est juste un système qui est mis en route et puis il est juste surveillé pour voir si quelqu'un essaie de se connecter ou quoi que ce soit. Les honeypots à forte interaction, eux, c'est des systèmes d'exploitation non émulés qui comportent beaucoup de services ou de données. Donc beaucoup de services ou d'applications, donc SSH, RDP, MySQL, tous ces trucs-là qui peuvent être émulés pour servir d'appât. Donc on a un exemple ici que j'ai déjà pu utiliser, Tipot, qui est assez impressionnant. Hop. Oh, nice. Il est vraiment très gros. Le désavantage de ces honeypots là, c'est qu'ils demandent beaucoup de ressources. Donc on le voit ici. Je peux vous dire que c'est sous-estimé parce que 128 Go de stockage, en 3 jours, je suis déjà monté à 350 ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment énorme. Ça dépend évidemment des services que tu actives dessus. Plus tu as de services activés, plus tu as besoin de stockage. Et l'architecture de cet outil-là, voilà à quoi ça ressemble. Donc on a la liste de tous les services, de tous les outils, applications ou services qui sont émulés et qui sont exposés à Internet. Et tout ça, c'est lancé dans des containers Docker, pour ceux qui connaissent, dans des machines virtuelles. Et donc avec un système de dashboard, on peut allumer et éteindre différents services pour personnaliser un peu son honeypot. Et enfin, il y a ceux à faible interaction et eux, ils émulent qu'une chose. Donc ça peut être par exemple ici le MySQL ou un port SSH et rien d'autre. Donc eux demandent peu de ressources et, et donc coûtent moins cher forcément. Pourquoi en faire un allié? Alors ils permettent de faire du threat intelligence, donc de l'intelligence sur la menace. On peut récupérer plein de données telles que les IP des attaquants, évidemment s'ils n'utilisent pas de VPN. La liste des identifiants utilisés par les attaquants. Donc si on a émulé un service SSH, on va venir récupérer tous les users, tous les mots de passe qui ont été utilisés. Et puis ça peut servir de base de connaissances après pour vérifier si à l'interne on a des utilisateurs qui utilisent ces mots de passe. Si oui, il faut les changer. Ou ça permet de faire juste des banques de mots de passe et utilisateurs qui sont utilisés par les attaquants. Identifier les techniques d'attaque aussi. Qu'est-ce qu'ils utilisent pour attaquer? S'ils ont réussi à rentrer dans le honeypot, quel virus ils ont mis dedans? Analyser ce virus. S'il est potentiellement tout nouveau, pouvoir le signaler.
Identifier les fichiers volés aussi, si on arrive à créer des fichiers avec des identifiants uniques et qui se retrouvent en vente sur le dark web ou des trucs comme ça, on sait qu'ils se sont déplacés, potentiellement par quel groupe ils ont été récupérés, quand, et on peut trouver des interactions entre des groupes cybercriminels. Et ils permettent aussi de mettre en place une défense dynamique, donc mettre en place une réponse aux attaques, parce qu'on a parlé de récupération de l'IP des attaquants. Par exemple, si un attaquant, si quelqu'un essaie d'attaquer le port SSH, on le repère, et puis tout de suite, de façon dynamique, on peut avoir un système qui va mettre dans le pare-feu blacklist cette IP, comme ça on est sûr qu'il ne pourra plus rentrer, et plein d'autres systèmes comme ça pour répondre aux incidents. Pareil, vous retrouverez les sources et le PowerPoint dans le Discord du CISU. C'est tout pour les honeypots.